Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents au rendez-vous de ce nouvel épisode de French Expat, le podcast. French Expat, le podcast, c'est le podcast qui donne la parole aux expats français et francophones des quatre coins du monde. Notre but, c'est de raconter des histoires singulières d'aventuriers des temps modernes. On vous propose ainsi chaque semaine, tous les lundis, un nouvel épisode et on discute avec nos invités de l'expatriation qu'ils vivent ou qu'ils ont vécue. Moi, c'est Anne Fleur et je vous parle depuis Boston, aux États-Unis. Alors, bienvenue dans cet épisode hors série entièrement dédié au bilinguisme. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler à une maman, Lisbeth, qui se confie au micro de Manon à propos de son cheminement pour que ses filles, déjà grandes lors de leur arrivée au Texas, aux États-Unis, apprennent l'anglais et que cette transition se passe au mieux. Puis nous filerons du côté de Montréal, au Canada, à la rencontre d'Audreyne, orthophoniste et spécialiste du bilinguisme, auteure notamment du blog Une bulle de langue. Elle nous expliquera différents cas de figure pour aider nos enfants lorsque les parents n'ont pas la même langue maternelle que celle du pays d'expatriation par exemple. Nous apprendrons ce que veut dire langue de cœur et la force de celle-ci en bilinguisme. Nous découvrirons que les bilingues 100% équilibrés sont finalement un fruit de notre imagination et nous découvrirons encore plein d'autres astuces pour vivre nos expatriations sereinement avec nos enfants qui apprennent plusieurs langues à la fois. C'est parti pour un super épisode. Et nous commençons par le témoignage de Lisbeth au micro de Manon depuis le Texas. Alors, bonjour Lisbeth et bienvenue sur le podcast. On est très heureuse de t'avoir. Du coup, je vais aller direct dans le vif du sujet et commencer à te poser des questions sur donc tes filles. Alors, quels étaient leurs niveaux respectifs en anglais avant que vous partiez vivre ici à Houston? Donc, à l'école, elles apprenaient l'anglais, mais de base, hello, good morning, enfin, vraiment de base. Et quand on a su réellement qu'on partait, c'était définitif, je leur ai fait donc faire des cours à la maison avec une tuteure qui était américaine. Donc, elles avaient une heure par semaine. Et donc, elles ont fait des jeux de rôle, des choses comme ça. D'accord, c'est chouette. Et elles avaient quel âge, elles, à ce moment-là? Elles avaient 7 et 10 ans. Ok, ouais, donc déjà à 10 ans, elle devait peut-être. Elle avait fait combien d'années d'anglais? Et du coup, celle qui était en CM2 quand on est parti, elle avait déjà fait depuis le CP. Ah ouais, quand même. Ouais. Moi, à mon époque, on commençait pas en primaire. Hein. Ah non, moi c'était en 6e. J'avais eu une introduction à l'anglais en CM2, j'avais eu anglais et allemand et il fallait que je choisisse pour la 6e. Mais voilà, c'était... Et la plus petite, du coup, comme on est parti, elle était en CP, donc elle apprenait en fait les bases. D'accord. Et donc, voilà, bon, c'était pas... des petites c'était bases. Des bases, oui. Ok. Donc, la tuteur, vous aviez fait combien de temps à l'avance? 2 mois avant, avec 1 heure tous les mercredis. Ok. Donc, tu crois que ça va. Tu sais, ça se passait bien en cours avec la tutrice? Voilà, ça se passait bien en tout cas. La tutrice était contente, elle avait un bon retour. Mais voilà, après quand tu arrives, tu te rends compte que non, ça suffisait pas. Justement, c'était ma prochaine question. Comment ça s'est passé quand vous êtes arrivés ici à Houston? Quand on est arrivé, l'école... Au départ, je voulais aller les inscrire à l'école parce que je pensais qu'on faisait comme en France, on allait les inscrire et tout ça. Donc, elle m'a dit, mais si vous les inscrivez, vous les mettez de suite? Je lui ai dit, non, du coup, je vais attendre un petit peu. Donc, on a attendu 15 jours avant de les inscrire réellement. Et le jour où je les ai inscrites, elles étaient avec moi, donc elles sont restées à l'école. Ok. Donc, moi, en tant que maman, j'ai un peu stressé parce que je me suis dit, les pauvres, elles restent dans un monde qu'elles connaissent pas, avec des personnes qu'elles connaissent pas, et surtout une langue qu'elles connaissent pas. Et finalement... quand elles sont rentrées le soir, elles étaient super contentes. Elles avaient été l'attraction toute la journée. Et du coup, le lendemain, elles sont parties avec un petit papier avec les phrases de base. Je peux aller aux toilettes. J'ai pas compris. Je leur avais fait une petite dizaine de phrases que je ne sais plus maintenant. Et comment je m'appelle, des choses comme ça. Et du coup, elles sont parties avec ça. Ensuite, l'école leur faisait de l'anglais en seconde langue. Comme en fait, l'anglais était leur deuxième langue pour elles, du coup, elles avaient des cours de ISL. Et donc, elles avaient... donc, ISL, c'est English Second Language. Ok. Et donc, du coup, elles avaient 1 heure par jour, 1 heure par jour avec quelqu'un. Donc, elles étaient en face à face. Ah, c'est super ça. Ouais.
Ah oui, non, ça n'existe pas en France, ça. Ah non, pas dans les écoles où j'allais en tout cas. Ouais. Je me suis dit l'inverse, comment en France on ferait pour adapter un anglais qui parle pas du tout français. Ouais, c'est ça. Et je me demande si on a ça en France, parce qu'en tout cas, on n'a jamais eu l'expérience, parce qu'on n'a jamais eu de petits étrangers qui viennent chez nous. C'est souvent l'inverse. Mais c'est chouette, dis donc, d'avoir ça. Oui. Donc du coup, est-ce que à l'école, du coup, elles n'ont pas eu des difficultés pour suivre en classe? Ces heures, elles ont payé rapidement ou comment ça s'est passé? Eh bien, déjà, alors Léa, la plus petite, qui était en CP version française, du coup, elle était en école américaine publique. Hein. Ok. Donc, Léa, qui était en CP version française, du coup, elle avait des petits mots à apprendre. Donc, le prof m'avait donné tout plein de petits mots. Non, j'ai pas trouvé qu'il y avait de difficultés jusqu'à donc fin mai que l'école se termine. Elles ont eu ensuite le mois de summer school en juin. Donc pour moi c'était classique, on va dire. La compréhension se faisait. J'avais l'impression que ça se faisait pas mal. Et du coup, en juillet et en août, avant que l'école reprenne, j'ai eu, pareil, une petite américaine qui est venue et qui leur a donné cours tous les vendredis. Ok. Et donc du coup, vendredi, puis elle passait toute l'après-midi. Donc du coup, elle était vraiment avec elle parlait que en anglais. Comme on est en résidence, on avait des enfants avec nous, nos petits voisins. Et donc du coup, elle a passé, pareil, elles ont passé les vacances à jouer. Donc j'ai pas vu de problématiques. Ouais. Mais vraiment, en fait, j'ai l'impression que qu'elles ont assimilé directement l'anglais, en fait. Beaucoup plus que moi, évidemment, mais en tout cas, elles ont eu ce truc, ça n'a pas été une difficulté pour elles, mais jamais. Du coup, elles ont repris en fin août, elles étaient à l'aise. Ouais, c'est fou, comme quoi on se dit, en fait, les enfants s'adaptent. Ah non, j'ai eu beaucoup plus peur qu'elles sur plein de trucs, moi, ça m'inquiétait beaucoup plus leur niveau d'anglais. Il y a plein de choses qui m'inquiétaient qu'elles. Leur niveau scolaire, l'intégration. Elles y sont allées tranquillement, quoi. Ouais. Et elles sont allées à fond. Ah oui. Puis elles aimaient ça. Enfin, moi, Léa, qui était en France, n'aimait pas du tout l'école. Ici, elle a adoré, quoi. Ah ouais. L'éducation ici est vraiment différente que ce qu'on a en France. C'est moins rigide. Ils ont des temps de pause, ils ont des temps de jeu. Il y a plein de choses comme ça dans toute la journée, et pourtant voilà, ils ont beaucoup moins de récréation qu'en France. Mais elle adore. Ah oui, ils ont une heure, une fois je crois le matin, et ça s'arrête là en fait. Mais elle adore l'école ici. Ouais, mais c'est vrai que bon, moi je n'ai pas d'enfants, mais pour discuter avec des amis qui ont des enfants, j'ai l'impression que l'école ici c'est super fun. Il y a pyjama day, il y a avant les vacances de Noël, il y a tous les trucs Ugly Sweater, les choses comme ça, une semaine complète de tu viens déguisé. C'est chouette ça. Je trouve que l'éducation ici est vraiment bien. Ouais, c'est très, axé sur le jeu. C'est très axé sur le jeu, et c'est très... T'as pas un enfant qui est nul, en fait. Ah ouais. On dirait, à aucun moment... l'enfant, chacun a son rythme. Chacun a son rythme, et t'auras toujours des great job, des amazing... on va pas descendre un enfant, en fait. Ouais. Chose que j'ai vu, moi, quand j'étais à l'école, en France, et que ici, l'enfant, on le pousse au maximum tout le temps. Ouais. Et ça, je pense que du coup, ça les met vachement à l'aise, et elles sont toujours rentrées super contentes parce que elles avaient un petit smiley avec un grand sourire qui lui disait super, et voilà, elle avait pas forcément une super bonne note, mais elle était super contente parce qu'elle avait son smiley. Voilà, toujours. Ouais. Et ça, je trouve que c'est vraiment on encourage super. Alors qu'en France, on est plutôt sur la sanction. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc du coup, maintenant, ça fait 5 ans que vous êtes ici. Elles en sont où? Elles en sont qu'elles parlent très très bien anglais, et que on peut dire qu'elles sont complètement fluentes en anglais, et qu'elles ont le super accent texan. Ouais. Ah oui, c'est ça, pour surtout la plus jeune. C'est marrant parce que surtout la plus jeune a vraiment cet accent texan où elle te mâche tous les mots, ou même des fois, moi, quand elle parle, en plus elle parle super vite. Moi, quand elle parle, des fois je fais ouf. Et que la plus grande, comme elle est arrivée, elle était en CM2, elle a pas l'accent français, mais l'accent est différent en fait. Ouais. Il est vraiment différent de sa sœur, et tu la comprends beaucoup mieux. Et chaque année, elles ont des tests d'anglais, donc de lecture, d'écriture, de compréhension, et puis je sais plus quel est l'autre. Et le dernier qu'elles ont fait, donc pour une en CM2 et l'autre en... C'est même plus les classes à la française. Elle était en 8e, donc ça fait 4e, c'est le dernier, donc 4e en français. Donc les
2 elles étaient avancées. D'accord, donc elles ne sont plus du tout dans les classes ISL, par exemple. Ah non, elles ne sont plus... Alicia, qui était en middle school, a fait du ISL 2 ans, donc elle n'a pas eu espagnol, par exemple. Que Léa est arrivée, donc là, elle a rentré en 6e, elle a espagnol directement. Ok. Ah ouais. Donc, tu vois, on voit la différence, en fait. Ouais. Et donc, du coup, elles ont le niveau après avancé, c'est super avancé. Donc, tu vois, elles ont un niveau... et Léa a vraiment récupéré, en ayant du retard sur la lecture, par exemple, Léa a récupéré, elle a fini son CM2, elle était au même niveau que ses petits copains qui étaient américains. Ah ouais, parce qu'en fait, ils ont un niveau ils passent des tests de lecture, ils ont un niveau par rapport au nombre de mots qu'ils disent en 1 minute. Et donc, en fait, ils sont classés comme ça. Et donc, chaque année, toute l'année, tu vois l'évolution, en fait. Donc, elle a commencé à D et elle a fini à V. Donc, tu vois, elle a vraiment une évolution, une grosse évolution sur la dernière année, en fait. Ok. Et justement, donc maintenant, je pense qu'on peut dire qu'elles sont complètement bilingues. Oui, tu les as entendues en parlant anglais. Ouais, je les ai bien entendues. Je pense confirmer. J'atteste, elles sont bilingues. Et justement, quelle est la place du français aujourd'hui ? Alors, avec moi, elle parle toujours en français. À la maison, dans tous les cas, on parle en français. C'est une chose que je veux parce que voilà, elles ont des grands-parents qui sont français, donc automatiquement il faut qu'elles aient un minimum qu'elles le gardent pour eux, quoi. À la maison, dans tous les cas, on parle en français. Avec leur papa, elles parlent en anglais. Alors je pense qu'elle parle en anglais parce que lui travaille et moi non, donc lui elle parle automatiquement anglais à son travail. C'est rigolo ça. Et du coup elle parle. Pour préciser, papa est français. Papa est français et travaille. Moi non. C'est les grandes vacances. Eh ben, c'est chouette, hein, faut en profiter. Et je ne sais pas pour quelle raison. Faut pas se dévaloriser. Non, non. J'ai fait plein de choses en 5 ans. Bah oui. Mais du coup, elle parle en anglais avec lui. Enfin, c'est pas non plus automatique, mais quand... C'est pour faire des secrets ? Je sais pas. Oui, je sais pas, parce que entre elles se parlent en anglais. Donc, des fois, elles se disent des choses, et puis on se regarde avec mon mari, puis on leur regarde, mais vous êtes au courant, vous avez compris quand même. Elle me regarde, fait, ah bon ? Bah oui, 5 ans, ça y est, on parle. Tu nous faisais ça la première année, on ne comprenait pas forcément, mais maintenant, on comprend. Il faut qu'elle s'invente un autre langage, là. C'est ça, oui. Je pense qu'il faut qu'elle passe à autre chose comme langage, parce que des signes ou... Mais du coup, on a gardé le français. On regarde encore des émissions en français de temps en temps, parce que déjà la grande, elle a encore ses youtubeurs qu'elle continue à regarder, donc elle a toujours du français. Ouais. La plus petite, Léa, est moins en français. Elle, déjà, c'est tout, la télé, c'est tout en anglais. Elle lit en anglais. Donc, c'est vrai que elle a l'oral et l'écoute, du coup, en français. Mais tout ce qui est écrit et lecture, elle a plus de mal. D'accord. Parce que là, elle est partie en CP. À un moment, j'ai fait un choix, en fait. Au départ, je voulais vraiment qu'elle garde les deux. Ouais. Et puis, j'avais pris donc une prof de français qui venait... déjà, la première année, ils ont eu un an en association française. Ouais. Et comme on venait de partir de France, du coup... Elles ont perdu 1 an, en fait. Parce que Léa refaisait la même chose, Alicia aussi, et elle me le disait tous les samedis. Enfin, je perds mon temps. Enfin, je suis la seule à répondre, je sais les réponses. Enfin, donc, l'année d'après, du coup, je ne l'ai pas fait. Peut-être une erreur, mais... Et du coup, par contre, j'avais pris une professeure qui était dans cette association, et à un moment, elle m'a dit, mais tu peux pas leur... donc, je l'avais pris pour Léa. Et elle m'a dit, tu peux pas lui faire les 2 langues en même temps, sachant qu'elle est en train d'apprendre l'anglais. Elle me dit en fait, elle me dit déjà il va falloir que tu acceptes que l'anglais est devenu sa première langue. Et que le français, au départ et que le français du coup est en second en fait. Ouais. Et quand tu comprends ça et quand tu l'acceptes, surtout, du coup tu laisses passer le français en fait. Ouais. Et c'est délicat quand même de laisser passer le français parce que du coup elle parle très bien anglais, elle l'écrit très bien, elle le lit très bien. Et puis, par contre, elle l'écrit moins bien en français et elle le lit, mais beaucoup, doucement, tu vois, pas comme elle devrait le lire en étant en 6e. Le français, c'est déjà une langue très dure, alors... C'est ça. Mais du coup, à un moment, elle m'a dit non, tu peux pas lui faire apprendre les 2 en même temps. Surtout que, elle est partie, elle était en CP, donc elle était dans l'apprentissage de la lecture, elle aussi. Donc du coup, le problème c'est qu'elle confondait l'alphabet parce qu'elle disait l'alphabet en anglais quand on était en français. Donc du coup, elle me dit il faut qu'on arrête. Il faut qu'elle la laisse se focaliser sur l'anglais et le français tu le feras quand l'anglais sera posé en fait. Ouais. Donc maintenant je vais commencer un petit peu à lui remettre
du français. Tu vas la visser un peu. Mais, mais j'ai pas l'impression... Enfin, Léa, elle voit pas l'intérêt? Non. Ah ouais. On est ici, pourquoi parler en français, quoi. Ouais. Et je lui dis, mais pense pas... Je lui dis, bah non, oui, t'as 10 ans, enfin 12 ans, tu penses comme ça. Je lui dis, mais plus tard, ça sera utile, le français. Enfin, on sait pas ce que tu veux faire. Je me fais comprendre, oui, voilà. Donc j'arrive à parler en français, voilà. Donc c'est tout ce qui compte. Puis mamie, elle va au lieu de leur écrire, du coup, elle envoie des beaucoup. Ouais. Et voilà, tu vois, donc eux, ils écrivent, donc elle le comprend, donc elle se débrouille comme ça, en fait. Ouais. C'est facile. Oui, pour elle, elle arrive à se débrouiller, ça du moment que j'arrive à parler à mes grands-parents. Donc, est-ce que tu as prévu des choses là à l'avenir pour essayer de pousser le français? J'ai acheté, donc j'ai tous les passeports, tu sais, les livres les guides de vacances. Voilà, qu'on adorait faire et qu'on ne sait jamais jusqu'à la fin. Ouais, c'est ça. Donc, je les ai tous. J'ai aussi des cahiers où tu as toute l'année scolaire, CM1, CM2, tout ça, donc j'ai tout ça aussi. Donc je suis... j'ai tout. Après, il faut juste un jour se poser et puis dire, bon voilà, on passe 1 heure là-dessus et puis... après, il faut le mettre en place, c'est ça le plus dur. Ouais, non, mais c'est ça. Donc des fois, j'essaye de lire avec elle, mais ça l'énerve vite, en fait. Ouais. Parce que du coup, comme elle voit pour elle, comme c'est un échec, du coup, ça l'énerve. Oui, ça la frustre. Voilà. Ouais. Donc du coup, elle est pas très demandeuse. Ouais, elle préfère exceller dans l'anglais. Je la comprends, j'ai un peu le même fonctionnement. Quand je suis nulle à quelque chose, j'aime pas trop. Non, du coup, Et du coup, donc pour finir, si tu avais un conseil ou plusieurs conseils à donner à des parents qui peut-être sont inquiets parce qu'ils vont partir vivre à l'étranger, que leurs enfants ne parlent pas la langue, quels seraient ton ou tes conseils? Alors, en tant que parent, je pense qu'il faut faire confiance en ses enfants et se dire qu'on est beaucoup plus inquiets, nous, que je sais pas si les préparer à l'avance, vraiment, ça sert à quelque chose. Je vais pas dire oui ou non, tu vois. Parce que je l'ai fait, mais finalement, on s'est rendu compte que ça n'avait pas servi à grand-chose, en fait. Ouais. En fait, où qu'on soit, je pense que les écoles vont faire attention à l'enfant, vont les prendre en main, et ça va rouler tout seul, en fait. Ouais. En fait, la première chose, c'est ne pas s'inquiéter, en fait. En tant que parents, on s'inquiète beaucoup plus que nos enfants, et on met le stress à nos enfants. C'est vrai. Et voilà, je pense qu'il faut y aller tranquille, et après... et puis peut-être essayer de regarder un peu comment ça se passe sur place. Voilà, puis chaque enfant est différent. ISL, c'est vrai. Voilà, chaque enfant est différent. Donc après, t'as vraiment ceux qui vont, non, je veux pas y apprendre. Et puis t'as ceux qui, ça va bien se passer. On a eu la chance que ça se passe bien, en fait. C'est qu'elles étaient bien préparées, bien coachées. Puis nous, c'était un voulu. On est venus aux États-Unis parce qu'on voulait venir. Donc déjà, c'est l'ambiance n'était pas la même. La démarche n'est pas la même et du coup, l'ambiance à la maison n'est pas la même non plus. Ouais. Donc c'était un choix pour nous, en fait. Bon, en tout cas, je te remercie pour ton témoignage. C'est très intéressant et j'espère te revoir bientôt pour un épisode plus complet. Voilà, donc un témoignage hyper intéressant avec plein d'astuces finalement hyper pratiques qu'on peut mettre en application pour une expatriation, bien sûr, pas qu'aux États-Unis, à peu près partout dans le monde. Merci Lisbeth et merci Manon. Maintenant, après ce témoignage pratique, nous allons parler avec un petit peu plus de théorie, direction Montréal, à la rencontre d'Audreyne. C'est parti. Bonjour à Audreyne. Bienvenue sur le podcast. Merci. Alors, tu nous parles d'où ce soir? De Montréal, au Canada. Ok. Et alors, tu es un peu notre experte sur cet épisode spécial sur le bilinguisme des enfants expatriés, puisque tu es orthophoniste. Est-ce que tu peux nous expliquer, avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'un orthophoniste? Donc l'orthophoniste s'occupe du langage, mais pas uniquement, c'est beaucoup plus vaste que ça. Déjà, on va pouvoir intervenir de la naissance jusqu'à la fin de vie, en fait. Donc avec les tout petits bébés, on va avoir les troubles de l'oralité, on va avoir évidemment le langage qui est très connu, la dyslexie, tout ça, il n'y a pas de souci, les gens sont en général au courant, le bégaiement aussi. Mais il y a aussi les adultes qui ont fait des AVC, la liste est vraiment très très longue. Donc je ne peux pas les énumérer ici. Ouais, bien sûr. Mais moi, aux États-Unis, je me suis plus spécialisée c'est pas que je me suis spécialisée, c'est que la demande, c'est les enfants. Donc c'est la clientèle avec laquelle j'ai travaillé.
D'accord, OK. Et alors, donc ouais, en fait, donc tu étais pas particulièrement spécialisée, chez les enfants, avant de partir, à l'étranger, c'est ça? Et donc tu t'es adaptée, bah, à la demande, quoi? Tout à fait. OK. Et alors donc on est, aujourd'hui pour parler donc du bilinguisme justement chez les enfants. Est-ce que c'est, une problématique sur laquelle tu travaillais, beaucoup en France ou à nouveau c'est quelque chose, sur lequel tu t'es spécialisée du fait de ton expatriation? C'est surtout du fait de mon expatriation, mais ça m'intéressait avant puisque moi, j'ai commencé à venir aux États-Unis avant de faire mes études. Mmh. Donc ça m'intéressait déjà, mais dans mes études, on n'a pas souhaité nous en parler du bilinguisme parce que Ah ouais? ça n'est pas du ressort de l'orthophonie. Ah. Moi, j'étais même, j'avais envie de faire un mémoire sur le sujet, mais on me l'avait refusé. Donc à l'époque, hein, ça a changé depuis. Mais le problème que ça fait qu'il y a des orthophonistes qui donnent les mauvais conseils aussi aux parents, puisque du coup, on n'est pas Mmh. formé du tout. Et moi, c'est ce qui s'est passé quand je suis arrivée à New York. J'ai donné des mauvais conseils aux parents dans un premier temps, qui m'avaient été donnés par des collègues. Et puis, je me suis dit, il faut vraiment que je creuse là-dessus. Et c'est là que, du coup, progressivement, je me suis devenue un peu plus spécialisée dans le bilinguisme. OK, super. Bah, écoute, en tout cas, merci beaucoup, d'avoir accepté notre invitation pour venir, bah, voilà, partager, ton expérience. Alors une des questions, donc, on a quelques questions qui nous sont revenues, beaucoup de nos auditeurs, au cours des derniers mois, donc on a essayé de récapituler, et qu'on va te demander ce soir. Une des questions qui revient le plus souvent, c'est, je suis dans un autre pays, enfin donc dans un autre pays que la France, ma langue maternelle est la France. Mon enfant n'a du coup pas la même langue maternelle que moi puisqu'il est né ou qu'il a grandi depuis son plus jeune âge dans un nouveau pays. Hem, Comment est-ce que, on nous conseillerait, de lui parler? Est-ce qu'il faut privilégier, une seule langue et comment est-ce que, on peut, bah, l'aider à gérer, et puis, bah, si possible à parler, ces 2 langues? Oui, alors on entend souvent en fait la stratégie la plus connue, c'est un parent, une langue. Ouais. C'est souvent ce qui est recommandé. Mmh. En fait, c'est pourquoi pas, mais c'est pas toujours adapté à la famille. Donc il faut vraiment aller avec ce qui va fonctionner pour sa famille. Mmh. Ça peut être un parent, une langue, ça peut être un contexte, une langue, un moment, une langue. Il n'y a pas de, il y a ce qui va fonctionner pour chaque famille. C'est pas, il n'y a pas une recette miracle. Mais, mais ils sont aussi aperçus que finalement, un parent, une langue, c'était pas nécessairement la recette non plus gagnante toujours. Donc faut vraiment être souple par rapport à ça. Et surtout savoir que si on va se mettre à parler 2 langues, l'enfant il va pas être confus à cause de ça. Parce que c'est souvent la crainte, c'est: «Ah, il faut être vraiment très, consistant pour que l'enfant ne soit pas confus». L'enfant, il peut être capable de comprendre que quand maman, elle est à l'extérieur, elle parle une autre langue, quand elle est Ouais. à la maison, elle parle une autre langue. L'enfant est pas confus et il est Ah ouais. conscient de la différence des 2 langues très, 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 très tôt. Ah ouais, non, c'est intéressant, d'accord. Tu considères que c'est la même, bah, pas solution parce que tu le dis toi-même, il y a pas de solution miracle, que ce soit avec, 2 parents, donc chacun d'une langue maternelle différente, ou que ce soit avec, je sais pas, 2 parents français et un enfant qui parle, bah, je sais pas, moi je suis aux États-Unis donc anglais. Bah, en fait, il faut ouais, c'est la famille, il y a plusieurs types de familles, Ouais, bilingues. voilà. Déjà, on va le faire avec ça. Moi, je suis une famille, on est tous francophones, donc c'est le français qu'on a choisi. Ça étonne souvent l'entourage parce que bah, tu ne parles pas anglais à ta fille, mais elle va être scolarisée en anglais, comment elle va faire? Mais en fait, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut parler dans la langue avec laquelle on est le plus à l'aise. Parce que c'est la langue avec, déjà, c'est la langue du cœur, comme j'aime l'appeler. Mmh. Et puis, c'est la langue avec on va pouvoir donner le meilleur modèle linguistique à l'enfant, le meilleur modèle, voilà, pour son langage. Donc, c'est ce qui est intéressant. Ça peut être notre langue maternelle, ça peut être une autre Mmh. langue, mais il faut qu'on soit vraiment à l'aise avec cette langue-là. Puis c'est du coup quelque chose qu'on va discuter en couple aussi. On peut en parler, on peut dire, parce qu'il y en a qui vont pas oser parler la langue devant le conjoint qui ne comprend pas. Donc, c'est une discussion qu'on peut avoir et dire, tu sais, si je parle dans ma langue avec nos enfants, c'est pas pour parler derrière ton dos, c'est parce que bah, c'est pour transmettre ma langue et je suis juste en train de leur dire que qu'ils doivent ranger leur chambre, qu'on doit venir à table. Enfin,
c'est pas non plus des conversations hyper top secret. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet, hein. Moi, je suis dans une famille, du coup, où mon mari, sa langue maternelle n'est pas le français et alors lui, il parle français, mais quand on est justement, avec sa famille, par exemple, j'essaie, moi, de faire un effort pour ne pas parler trop français parce que j'ai peur d'être impolie et en fait, c'est un peu ça, moi, qui me freine, en fait. C'est j'ai l'impression d'être impolie à l'extérieur ou devant, le reste de sa famille si je ne parle pas la même langue, qu'eux. Mais c'est vrai que moi, on m'avait toujours dit, c'est Anne-Fleur, toi, t'es française, il faut absolument que tu parles français à ton enfant pour pas le perdre, quoi. Enfin, pour pas qu'il soit trop confus. Bah, il y a deux choses. Donc non, il va pas être confus. Il peut très bien comprendre que quand on est dans la famille de papa, on parle en anglais parce que c'est la Ouais. famille, c'est comme ça. Mais on peut aussi choisir de discuter et de dire si on passe beaucoup de temps avec la belle famille et puis on peut dire, ben moi je vais parler en français parce que je voudrais juste transmettre ma langue, mais Mmh. parce que c'est une langue minoritaire. Puis faut un peu voir aussi. Faut rester quand même qu'il y ait quand même pas mal de Français. Ouais. Donc si on voit très souvent la belle famille, ben, on peut leur expliquer, ben, moi je veux pas qu'il perde le français, donc je voudrais lui parler. Si on la voit de temps en temps, on va dire bon allez, c'est pas grave, mais l'enfant sera pas confus. Ça, Ouais, c'est OK. Super. Bon, c'est intéressant. Justement, donc pour continuer un peu dans cette veine-là, un enfant du coup qui naît ou qui, arrive, dans un pays, non francophone, assez jeune, ça arrive très souvent en fait que ce soit hyper dur en fait de maintenir, le français ou en tout cas de maintenir le français au même niveau que la langue, locale. Est-ce que tu as des conseils, à donner justement à des parents, pour, des parents qui, par exemple, ne peuvent pas se permettre d'amener, leurs enfants à l'école française, qui coûte une fortune, très Mmh. souvent, pour les aider à apprendre le français sans les brusquer, sans les dégoûter, ou à ne pas rejeter, en tout cas, le français, quoi. Est-ce que tu as Ouais. des conseils là-dessus? Mais déjà, en fait, je voudrais déjà juste redire que les bilingues équilibrés, c'est-à-dire qui parlent les deux langues de la même manière, Mmh. c'est très très rare. Donc il y a toujours une langue qui domine et en général, c'est la langue du pays. D'accord. Et ça peut varier, c'est-à-dire que les langues qu'on parle et la dominance et tout ça, ça peut varier dans la vie. Euh, donc il faut avoir un objectif réaliste déjà par rapport à Ouais, ça. Mais les conseils qu'on peut donner, moi j'ai déjà deux mots-clés à dire. Le premier, c'est le plaisir. Donc tout doit se faire dans le plaisir. Donc on va ouais. éviter de questionner son enfant avec hey, comment on dit ça en français? C'est quoi ça? Voilà, ce genre de choses. Et on va pas le forcer à parler la langue. Des fois, on me demande, est-ce qu'on doit forcer l'enfant à parler la langue? Donc je dis non, en fait, parce que ça, c'est mon deuxième mot-clé, c'est le besoin. On va créer les occasions pour l'amener à parler la Mmh. langue. Donc il faut qu'on fasse des situations dans lesquelles l'enfant il va inévitablement parler la langue. Donc ça peut être des groupes de jeux, parler avec les grands-parents, Skype, faire des voyages dans un pays où on parle la langue. Ça peut être la France, mais ça peut être un autre pays francophone. Donc c'est vraiment ça qui est important, c'est créer le besoin. Parce que je me rappelle une anecdote, on m'avait posé la question comment on fait pour forcer ma fille à parler. Mais en fait, c'est une petite fille qui se retrouvait avec ses grands-parents qui ne parlent pas le français, qui ne parlent pas l'anglais, pardon. Et donc, du coup, c'est le papa qui traduisait. Elle n'était jamais Ah ouais. laissée seule avec ses grands-parents. Donc, du coup, on ne lui donne pas cette opportunité-là. On n'a pas créé le besoin chez cette petite fille de parler la langue. En fait, c'est Ouais. surtout, il faut garder en tête, c'est de créer le besoin pour l'enfant de parler et toujours que ça reste dans le plaisir. Ah, c'est super intéressant. D'accord. Je pense à des exemples, en fait, à des questions qu'on a reçues, donc comme je te disais, d'auditrices, en particulier et qui nous parlaient, en fait, d'adolescents qui refusaient du coup, complètement, parce que donc je comprends bien cette idée de besoin, mais c'est vrai que du coup tu as des parents, dans des familles par exemple donc, où on parle plus d'une langue, il y a un parent qui va essayer de parler toujours, en français, à l'enfant et l'enfant va certes comprendre, mais ne va jamais lui répondre en français. Est-ce que c'est un cas que tu as déjà vu? Est-ce que tu aurais un conseil à donner, à un parent qui vit ça? Ouais, bah, malheureusement, on va pas pouvoir le forcer à parler, comme je disais, mais il faut pas abandonner le fait de soi-même parler la langue. C'est pas grave, on va continuer. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas figé. Tout peut évoluer. Donc, un enfant qui ne parle pas la langue, si on continue à le lui donner, si on continue à parler et que lui il comprend,
le jour où il va avoir ce besoin de la parler, si, admettons, il décide d'aller faire des études en France ou admettons qu'il décide d'aller faire une expérience dans un pays francophone, ce sera très facile pour lui de devenir bilingue actif, c'est-à-dire de se mettre à parler. Ouais. Donc voilà. Mais on va pas pouvoir le forcer vraiment on essaye au mieux qu'on peut de créer le besoin, mais c'est vrai qu'avec des adolescents, ça va être beaucoup plus difficile de... Ouais. Donc voilà, le truc, c'est de ne pas abandonner. On n'abandonne pas, on continue et c'est rien de perdu. Ça veut dire que le jour où l'enfant il en a vraiment l'envie, c'est pas perdu. C'est là, quoi. Pas trop tard, ce sera là. Il pourra devenir bilingue s'il le souhaite à un moment. Il est bilingue, bilingue. Il est bilingue, mais il veut pas le dire. Il veut pas le montrer. Donc, ne pas abandonner le français, en tout cas pour se mettre à la langue du pays à la maison, quoi. Continuer à l'exposer au français, même s'il répond pas. Ouais, parce que c'est tentant, du coup, moi je vois souvent des parents qui du coup switchent aussi à l'anglais parce que il me répond en anglais de toute façon. Donc, mais non, on peut continuer à parler en français, c'est pas grave, on va pas le forcer. Si on le force, en fait, ça risque de faire l'inverse. L'enfant, il risque d'avoir, oh, ça m'énerve ton histoire là, c'est pas. Donc, on veut pas se braquer. Ouais, on veut pas qu'il se braque, voilà, c'est ça. Ouais. D'accord. Et alors, c'est super intéressant. Dans l'autre sens, je pense, donc là, on parle d'enfants qui sont nés ou qui ont grandi dans un autre pays que la France, ou dans un pays en tout cas non francophone, ou d'ailleurs ça marche dans tous les pays. On a eu l'exemple d'ailleurs dans notre tout premier épisode hors série avec Julie qui nous parlait de sa fille, je sais pas si tu as eu l'occasion de l'écouter, donc qui arrivait de France et qui avait eu beaucoup de difficultés au début. Alors il y avait effectivement peut-être un peu la culture à l'école, mais il y avait aussi la langue. Est-ce que tu as des conseils à donner justement pour ça, pour un enfant qui arrive, qui se fait scolariser dans un pays, dans une langue qu'il ne maîtrise pas, pour faciliter un peu son adaptation à la langue, entre autres choses? Ouais, alors déjà, en fait, je voudrais rappeler aux parents que les bilingues de naissance, comme on les appelle, ceux qui sont exposés aux langues dès la naissance ou dans les toutes premières années de leur vie, c'est la minorité des bilingues. La plupart des bilingues, ils vont être exposés à la langue plus tard. Et très souvent, c'est à l'entrée à l'école qu'ils découvrent la deuxième langue. Donc déjà, pas de stress. C'est tout à fait possible de devenir bilingue et les témoignages qu'on avait eus dans le premier épisode, ça montrait ça. Ouais. Mais moi, je vais un peu le diviser en deux parties, c'est-à-dire qu'il y a les enfants de moins de 6 ans, puis il y a les plus grands. Alors 6 ans, je le donne comme âge, mais c'est vraiment à titre juste pour se donner des repères. Il ne faut pas le prendre, c'est pas 5 ans, 364 jours et 6 ans. C'est pas comme ça. Mais disons déjà que les enfants de moins de 6 ans, il n'y a pas d'enjeu scolaire parce qu'ils n'ont pas encore appris à lire, à écrire. Et puis aussi, ils apprennent encore de façon assez intuitive. Donc ces enfants-là, ils vont passer par 4 étapes. Dans la première partie, ils vont se mettre à parler leur langue maternelle à tout le monde. Là, ils vont parler en français à tout le monde. Puis ils vont s'apercevoir que, ah non, ça fonctionne pas en fait. Ouais. Donc là, ils peuvent rentrer dans une période de silence qui peut aller jusqu'à 6 à 7 mois selon les enfants. Waouh, c'est long, hein. Dans laquelle, du coup, ils ne parlent plus ni le français, ni la langue du pays. Et en tant que parent, tu es censé ne pas paniquer. Parce que... on ne panique pas. Parce qu'en fait, on entend souvent les enfants, ce sont comme des éponges, ils vont juste apprendre comme ça, mais en fait, c'est pas complètement vrai. C'est vrai dans le sens où, comme je disais, ils apprennent encore de façon intuitive à cet âge-là, mais c'est pas non plus immédiat. Donc voilà. Non, c'est bien de le dire. Troisième phase qui est la phase télégraphique. Et là, c'est plutôt, ils vont commencer à parler la langue du pays, mais avec des phrases toutes faites. Donc, c'est des phrases qu'ils auront entendues beaucoup autour d'eux, puis ils vont les ressortir comme ça. Et d'ailleurs, Julie parlait que sa fille il y a eu comme un déclic. Donc, ça fait un peu ça. On a une période de silence, puis d'un coup, l'enfant se met à parler avec des phrases qui sont toutes faites. Donc, vraiment, ça donne le sentiment, il parle vraiment en anglais là. D'accord. Ou l'autre langue. Et puis ensuite, on arrive dans la 4e phase où là, l'enfant est capable de faire des phrases spontanément. Il va encore faire des erreurs, puis petit à petit, ça va devenir, comme disait Julie, elle dit au bout de 3 ans, sa fille, les gens se souvenaient même pas ne pouvaient pas savoir qu'elle n'était pas bilingue de naissance, comme je mets des guillemets là, on les voit oui, bien pas, sûr. Donc voilà. Donc du coup, pour ces enfants-là, j'ai envie de dire, il n'est pas forcément nécessaire de préparer l'expatriation parce que ça va se faire, mais
Mais c'est comme elle disait, c'est une phase, voilà. Au départ, c'est un petit peu, ça peut être perturbant, l'enfant, c'est perturbant pour tout le monde, pour les parents, pour l'enfant. Ouais. Mais du coup, ce qu'on peut faire, c'est de l'éveil aux langues, par contre. Donc, de la même manière que on va sûrement préparer l'enfant en lui disant, tu sais, on va prendre un avion, on va aller dans une nouvelle maison. On peut aussi lui parler de la langue dont on va pas, qui est parlée dans le pays. Et on peut utiliser des imagiers, des puzzles, des jeux, et on peut lui dire, tiens, nous on dit une vache, mais là où on va, ils disent a cow. Ouais. Et puis là, j'ai emprunté aujourd'hui un livre à la bibliothèque et j'en parlerai sûrement sur mon blog, mais ça s'appelle Coucou et c'est l'histoire d'un petit oiseau qui naît et puis lui, personne n'arrive à le comprendre parce qu'il parle pas comme les autres. Alors il va voir tous les animaux, mais les animaux parlent pas comme lui. Il y en a qui disent baie, il y en a qui disent meu. Donc il va à l'école pour apprendre une nouvelle langue. Enfin voilà, puis bon, il abandonne, personne ne le comprend. Et au final, il trouve quelqu'un qui parle comme lui. Donc, et ce livre-là, en fait, je trouve que ça peut être aussi un livre qui peut permettre d'aborder le fait que tout le monde ne parle pas de la même langue. Voilà. On peut faire ce genre de choses pour préparer l'enfant, mais on ne va pas lui donner des cours d'anglais nécessairement. Ouais. Donc, voilà, peut-être l'immerger si c'est possible, mais c'est très rarement possible de le faire quand même quand on est en France. Donc, Ouais. faut pas se mettre la pression, je pense. Ouais. Donc pas de pression et patience en fait, c'est surtout ça le maître mot. C'est ça, puis il faut aussi, il faut faire aussi, c'est les parents qui connaissent leurs enfants aussi, c'est-à-dire que là, moi, j'ai donné 4 phases par lesquelles les enfants passent, mais il y a des enfants aussi, ils sont tous différents. Donc il y a des enfants qui sont très fonceurs et qui vont avoir la période silencieuse qui va être très très courte, et eux, ils vont juste foncer, ils vont dire parler dans la langue, peu importe. Et puis il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus en retrait et qui vont avoir besoin d'être sûrs d'eux quand ils vont parler. Donc il faut pas regarder non plus, tiens, je connais un tel, il parlait très très vite, et voilà. Vous connaissez aussi vos enfants, faites-vous confiance, faites-leur confiance, et voilà. Bah, c'est super. Écoute, merci beaucoup. Donc du coup, tu nous parlais des tout petits et qu'en est-il des grands? Donc avec les plus grands, déjà, il va y avoir des enjeux scolaires parce qu'il y a un programme à suivre. Et puis, il y a l'apprentissage intuitif qui commence à diminuer à partir de 6 ans. Ça ne veut pas dire qu'il disparaît, mais il commence à diminuer. Donc après, ça va dépendre de la scolarité. Comme tu disais tout à l'heure, on ne peut pas tous aller en école française ou bilingue. Donc des fois, on va aller en l'école du pays. C'est pas toujours un choix. Puis ça va dépendre aussi des pays. Donc moi, je vais parler de ce que je connais parce qu'en fait, aux États-Unis, il y a le programme DSL, English as a Second Language, et il y avait des pays qui en parlaient dans le hors-série sur les enfants. Qui en avait, elle, bénéficié. Puis c'est vrai que ça a l'air vraiment très, très bien. J'ai parlé avec une autre maman aussi aux États-Unis où c'était un endroit où il n'y a pas beaucoup de minorités linguistiques, donc le programme n'est pas mis en place dans l'école, mais ils ont quand même fait venir quelqu'un. Donc, oui, il y a des pays dans lesquels où les enfants sont hyper bien accueillis aussi. Donc ça, il faut le savoir, et il faut peut-être se renseigner par rapport au pays où on va. Qu'est-ce qui est proposé pour ces enfants-là aussi? Parce que eux, les plus grands, ils vont un peu plus avoir besoin d'un soutien plus formel que les enfants, puisque l'apprentissage intuitif commence à diminuer. Mais du coup, avec eux, on peut aussi faire de l'éveil aux langues, avec les livres, des dessins animés, des jeux. Et moi, j'aime bien aussi, pourquoi pas, faire une soirée spéciale avant le départ. Donc, se dire, tiens, tel soir, ça va être soirée États-Unis, soirée Japon, peu importe là où vous partez. Ah, c'est une chouette idée, ça. Et donc, on pourrait se mettre à décorer la table avec des affaires du pays, cuisiner un plat du pays où on va s'expatrier. Puis, du coup, on va pouvoir aussi parler des mots qui sont autour de la table, donc la serviette, le verre, peu importe. Ça peut être très varié. Ça peut aussi être une activité, enfin voilà, varié. Et puis, comme disait, mais là, on avait dans le premier podcast Julie et Laetitia qui disaient que finalement, le gros manque pour les enfants, c'était d'exprimer leurs besoins. Donc, on peut essayer de réfléchir, tiens, ils vont avoir besoin de quoi? Laetitia, elle parlait de l'eau pour les enfants, alors de demander à la crèche. Donc, essayer de voir, tiens, qu'est-ce qu'ils pourraient avoir besoin vraiment. On ne va pas les préparer à 100%. Comme je dis, c'est plus de l'éveil aux langues, c'est plus les préparer à ce qui va se passer, même si, comme disait Julie, c'était un peu difficile de se préparer complètement à tout ça. Mais voilà ce qu'on peut faire éventuellement avec les plus grands. On peut essayer de voir si on peut trouver un peu quelques cours d'anglais ou voilà. Mais c'est pas une obligation. Enfin,
C'est comme on peut aussi. J'ai pas envie de culpabiliser des parents qui peuvent pas trouver ce genre de choses ou qui doivent s'expatrier très rapidement. Mais c'est des possibilités. Et puis une fois qu'on est sur place, il faut vraiment valoriser la langue du pays. Donc on va féliciter plutôt que de noter ce qui n'est pas encore appris. On va dire, tiens, c'est bien, t'as progressé là-dedans. Et toujours, sans abandonner la langue de la famille. Parce donc féliciter en français. Voilà. Là, on pourrait avoir en fait un semi-linguisme. Donc, on n'utilise plus ce terme-là, comme je l'expliquais dans un article récemment, mais on peut en avoir un temporaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore acquis complètement la langue du pays, puis notre langue maternelle, on commence à la perdre. Donc, on risque de perdre complètement la langue maternelle. Donc, ne pas abandonner la langue de la famille. C'est possible, ça, vraiment, de perdre sa langue maternelle ? Oui, tout à fait, c'est possible. Ah ouais. Ouais. Ah, moi, je pensais que c'était imprégné, que c'était impossible de perdre sa langue maternelle. Non, on peut perdre la langue maternelle, donc il faut vraiment... En fait, les langues, c'est comme je l'ai dit déjà avant, c'est quelque chose qui peut fluctuer dans notre vie. Donc, même un adulte qui a appris l'anglais plus tard, je parle de l'anglais, mais ça peut être une autre langue, il peut se sentir plus à l'aise après dans sa seconde langue et pas sa langue maternelle. C'est tout à fait possible. Donc, tout ça, la dominance et les pertes des langues, ça peut arriver même avec la langue maternelle. Putain, c'est dingue. Ok, bah écoute, tu vois, j'ai encore appris un truc. Merci beaucoup. Et alors, est-ce qu'il y a justement des actions, des choses qu'on peut mettre en place à l'intérieur de nos familles pour limiter ce risque d'oubli de la langue maternelle chez les tout petits comme chez les plus grands ? Ce qui est important à savoir, c'est que en fait, plus l'enfant est jeune, quand la langue du pays va prendre le dessus sur la langue maternelle, plus l'oubli il va être rapide et éventuellement même irréversible. Donc, il y a des études qui montrent qu'un enfant peut oublier sa langue maternelle si la langue majoritaire, la langue du pays, devient dominante avant l'âge de 8 ans. Alors, il peut la perdre, ça ne veut pas dire qu'il va la perdre nécessairement, il ne faut pas paniquer parce que pour la plupart des enfants bilingues, la langue du pays, c'est celle qui va devenir dominante peu de temps après l'entrée à l'école finalement. Et on commence l'école bien avant 8 ans. Donc, ce que ça veut surtout dire, c'est que c'est dans l'enfance que ça va se jouer et c'est à ce moment-là qu'on va essayer de conserver la langue active en exposant l'enfant à la langue, en provoquant les opportunités de la parler, etc. Autre chose qui est intéressant à savoir, c'est qu'un enfant qui a appris à lire et à écrire dans sa langue maternelle, il diminue les risques d'oubli. Donc la bilittératie, c'est comme ça qu'on l'appelle, ça va aider le bilinguisme sur le long terme. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner c'est vachement vague ma question parce que il n'y a pas une famille pareille que les autres. Mais en tout cas, quand on pense bilinguisme chez les enfants, que ce soit jeunes enfants ou adolescents, voilà, je te donne un sujet de dissertation à répondre en quelques secondes. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner ? Quand j'ai commencé à faire mon blog, en fait, ce que je voulais surtout passer comme message, c'était de ne pas abandonner le bilinguisme et peu importe ce que les professionnels vont vous dire, parce que les professionnels ne sont pas encore bien formés à tout ça, parfois, malheureusement. C'est pas de leur faute, c'est la faute à la formation. Donc de ne pas abandonner sa langue, même s'il y a un handicap, même s'il y a un trouble du langage, il faut continuer à parler sa langue maternelle, quoi qu'il arrive. Voilà, c'est vraiment le plus gros des conseils que je pourrais donner. Et après, je ne sais pas s'il y a des conseils, ça va être différent selon les situations, je pense. Bien sûr. Non, c'est très bien, merci beaucoup. Si nos auditeurs et auditrices veulent suivre justement, retrouver ton blog, peut-être continuer la conversation avec toi en privé, ils peuvent te trouver où ? Le blog, c'est Une bulle de langue avec le 1 et 2 qui sont en chiffres. Et je suis aussi sur Instagram. Ok. Avec le même nom. Super, écoute, on les ajoutera dans les notes du podcast. Est-ce que tu as un dernier truc à ajouter avant qu'on se dise au revoir ? Non, mais belle aventure de bilinguisme à tout le monde. Écoute, merci beaucoup, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Très bonne soirée, à bientôt Audreyne. Merci. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
Merci infiniment à vous d'avoir écouté ce tout nouvel épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser plein d'étoiles et un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de nous aider. Et d'ailleurs, un immense merci à Amélie in NYC, qui nous a laissé 5 étoiles sur Apple Podcast et qui nous dit « Un podcast et une équipe au top. Un vrai régal d'entendre le récit de personnes qui vivent la même aventure que nous. L'équipe est redoutablement charmante, pose les bonnes questions et met l'accent sur des problématiques que beaucoup d'expatriés ou d'immigrés rencontrent. Les invités se prêtent au jeu. L'échange est un vrai plaisir à écouter. Je recommande Amélie. » Écoute Amélie, un immense merci pour ce super petit mot, merci pour ces 5 étoiles, merci pour ta fidélité et merci vraiment d'avoir pris le temps de nous laisser ce petit message. Sachez que vous pouvez également nous soutenir en partageant cet épisode avec votre entourage, un futur expat qui se pose plein de questions ou encore un expat qui pourrait se retrouver dans notre communauté, par exemple. Pour plonger dans les coulisses du podcast, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et LinkedIn, @FrenchExpat, le podcast. Pour retrouver tous les liens vers tous les épisodes, les plateformes, les réseaux sociaux, c'est encore plus simple, direction notre site internet frenchexpatpodcast.com. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt!